C'est pour dire ou quoi, pauvre con? Vraiment, je vous demande pardon. Je vous prie de m'excuser. Connard! C'est terrible ce qui vous est arrivé! Quoi? Je dis, c'est terrible ce qui vous est arrivé! Le connard, On l'épingle le commandeur. Ça c'est Vincent Lavon, un film qui s'appelle La Belle Verte, que je vous invite à voir, et c'est une tirade de Vincent Lindon bien connue et plutôt remarquable sur la misère du monde et notre rapport avec cette dernière. Alors, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, fanfarons et fanfaronnes, jeunes saltimbanques, padawan ou vieux Jedi, bonjour et bienvenue dans ce live. Nous vivons une époque où les médias lambda ne portent pas le rôle de soulever les challenges de notre temps. Et nous avons la chance paradoxale de pouvoir, via les réseaux sociaux, échanger nos histoires, nos désirs et aussi surtout nos rêves. Alors sur cette chaîne YouTube qui gravite autour de la transition de notre système vers plus de bienveillance, de bien-être et de résilience, tu retrouveras tous les mardis et vendredis à 19h19 des lives qui nous rassemblent toutes et tous. Dans ces lives qu'on a commencé depuis plusieurs semaines maintenant, on a eu l'occasion de voir bon nombre de choses autour de l'alimentation, de la respiration, du contrôle de soi, de mettre les mains dans la terre. On a fait un paquet de choses et on a tranquillement commencé à comprendre que un travail commençait avant tout par nous-mêmes. Et pour continuer un petit peu dans cette lancée, cette réflexion, aujourd'hui on va recevoir quelqu'un qui a changé complètement sa vie, qui a décidé de changer de métier, qui a décidé de s'engager vers un mode de fonctionnement complètement différent pour être en équilibre un peu plus avec ses valeurs. C'est une reporter alternatif, une aventurière féministe altermondialiste qui fait des reportages sur la transition écologique et sociale. Je parlais de mademoiselle Victoria du Pays des Alternatives que nous allons recevoir dans quelques secondes si jamais ça veut bien fonctionner. Et on dirait qu'il y a un petit problème technique. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez, les amis? Alors, peut-être que c'est moi qui... c'est peut-être moi qui bug un petit peu. Là, c'est... Coucou. Salut, salut! Comment tu vas, Victoria? Salut. Bah, un petit peu flagada avec la chaleur, c'est pas Ouais, bah oui, évident. tu m'étonnes. Tu m'entends bien? Est-ce qu'on Ah, entend... ça bug, ça bug. C'est moi qui bug, tu crois? Bah, franchement, je pourrais pas te dire. Là, je suis sur un lieu qui est assez inconnu pour moi, donc je sais pas si c'est la 4G, la Wi-Fi, on va faire avec. Ok. Est-ce que tu m'entends bien ou tu m'entends un peu en différé? Un petit peu en différé, mais je Ouais. vais m'adapter. En fait, je peux voir le mouvement des lèvres, donc Ok. on va faire avec ça. On va faire avec ça. Bon, eh ben écoute, on va faire ça comme ça. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu qui tu es, te présenter et nous raconter ton histoire, s'il te plaît? Oui, carrément. Bah déjà, bonjour à toutes et tous et merci d'être présent pour ce live. Euh, moi, je suis Victoria, j'ai 29 ans et donc d'où je viens de la région parisienne où j'ai grandi, où j'ai fait mes études j'en suis partie. En fait, j'étais dans un milieu voilà assez classique ingénieur, un peu CSP, classe CSP+, et ça n'a plus eu de sens pour moi. Et voilà, j'ai décidé un peu de tout envoyer bouler, chose qui n'a pas été facile pour retrouver sens, en fait, retrouver du sens dans ma vie. Et donc, depuis un an, je suis vagabonde en France pour aller sur le terrain et faire des reportages sur les alternatives pour la transition écologique et sociale. D'accord. Alors en fait, toi, tu es passé d'un mode de vie sédentaire où tu avais, j'imagine, un appartement, peut-être même un chat, peut-être un boulot stable, et tu as eu tout ça. C'est par quoi ce processus de transformation? Est-ce que tu as eu
un vraiment émotionnel qui a basculé côté obscur de la force? Bah, je dirais que ça a été assez progressif. Euh, C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il y avait des problèmes dans notre monde. Déjà par des injustices que j'ai pu vivre au collège ou que j'ai pu vivre au lycée. Il y avait des choses que je trouvais que ça tournait pas rond, mais plus à l'échelle vraiment individuelle. Et donc j'étais toujours assez révoltée contre des profs qui étaient pas cool avec les élèves ou contre mes parents quand. Enfin, il y a vraiment une notion de justice qui était en moi depuis très longtemps. Et et donc j'ai creusé en fait cet aspect-là, c'est-à-dire dès qu'il y avait une injustice, j'allais creuser cette injustice et essayer de comprendre pourquoi elle se mettait en place et qu'est-ce qu'il fallait faire pour changer. Et je dirais que le gros déclic, enfin ça a été pendant mes études où j'ai pu faire un échange universitaire au Brésil. Et donc je me suis aperçue qu'il y avait des personnes qui faisaient des voyages au long cours, alors que je connaissais pas ça. Je me suis aperçue qu'il y avait des personnes qui ne réveillaient pas de carrière alors que je connaissais pas ça. En fait, moi, je viens d'un milieu où on fait carrière, en fait. Et, après, bon, je suis partie à Londres dans le cadre de mes études. Et en plus, c'était un stage dans une grosse société de construction. J'étais en open space, c'était horrible. Et donc, je me suis réfugiée dans des documentaires alternatifs. Et là, j'ai découvert la machinerie industrielle pour l'alimentation, notamment l'industrie animale. Et à ce moment-là, j'ai commencé vraiment à m'engager avec des petits pas écolos, donc le végétarisme, ensuite trier mes déchets. Et en fait, plus j'essayais d'avoir un comportement exemplaire, plus je m'apercevais en fait de toute l'incohérence de mon mode de vie. Euh, donc moi, je suis ingénieure et en fait, dans mon métier, euh, je voyais qu'il y avait des incohérences et des absurdités environnementales. Et donc, je me disais, mais en fait, il suffit pas de cuisiner végétarien, bio, local et d'acheter mes vêtements chez Emmaüs. En fait, si dans mon métier, je fais des choses qui sont préjudiciables pour l'environnement, il faut que je puisse remettre ça en question parce que si je le fais pas, alors que je suis ultra privilégiée, qui le fera? Mhm. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, bah, je vais quitter ce milieu-là pour aller sur le terrain et enfin, apprendre un mode de vie résilient, donc permaculture, habitat léger, gouvernance horizontale, enfin gouvernance partagée qui permet de plus être dans la compétition mais d'être dans la coopération. Et en fait, ça a été un peu comme Alice au pays des merveilles qui a ouvert une porte, enfin une série de portes enfin innombrables. Et c'est vrai que depuis que je suis dedans, euh, ça m'est très compliqué de réenvisager un retour à ma vie d'avant, Mhm. je dirais. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, toi, tu es reporter et donc tu fais des vidéos sur des thématiques autour de la résilience, hein, principalement, la transition de notre système. Et tu les postes sur YouTube. Et tu as commencé il y a un an, quelque chose comme ça. Alors, tu nous as mis en avant Oui, fantastique depuis un an. Moi, j'ai suivi beaucoup de tes vidéos. Je te remercie pour ce que tu as fait. C'est merci. vraiment passionnant. Et c'est inspirant parce que ça nous montre en fait des modes de vie qu'on n'aperçoit pas tous les jours dans notre quotidien. On est entouré du capitaliste un peu mortifère de notre société qui va venir détruire nos rêves, qui va avoir un impact assez lourd. Toi, tu as décidé d'aller vraiment d'aller à la recherche des gens qui se sont engagés de ce positif. Ce positif. Bah, en fait, enfin, je partage tout à fait ta vision. En fait, là, du milieu d'où je venais, les modèles que j'avais étaient, enfin, fonctionnaient, enfin, alimentaient un capitalisme mortifère. C'est-à-dire que les divertissements s'étaient tournés autour d'une culture payante et très standardisée. C'était orienté autour de voyages très polluants, des voyages de consommation. Mhm. Euh, et, euh, et en fait, j'avais pas d'autre modèle parce qu'en fait, on est dans un autre soi. J'étais dans un microcosme, voilà, parisien, CSP+. Et les seules, je dirais, ressources que j'avais pour penser ma vie autrement, c'était Internet ou les livres. Ou de par mes voyages un peu alternatifs que j'avais commencé à faire, rencontrer d'autres personnes. Et donc,
C'est vrai que quand je suis allée sur le terrain et que j'ai découvert des alternatives incroyables, je me suis dit, mais je peux pas garder ça pour moi, en fait. Il faut absolument que je puisse le communiquer pour contribuer à la diffusion de nouveaux imaginaires. Mhm. Parce que aujourd'hui, je pense que avec les effondrements en cours, qui sont déjà en cours, et par exemple, enfin, la canicule, c'est vraiment l'exemple même de ce qu'on va vivre euh, là dans les prochaines années, et ça va être fois 1000, enfin pas fois 1000, mais ça va être amplifié. Et du coup, pour ça, il faut qu'on puisse repenser sa vie. Il faut qu'on puisse refaçonner nos désirs, nos imaginaires, enfin comme tu disais, et en fait, pour ça, il faut qu'on puisse avoir des ressources. Et c'est pour ça que j'ai décidé donc de faire des reportages sur les alternatives que je découvrais, donc des reportages vidéo, puisque j'avais déjà par hobby développé des compétences vidéo un peu sur le tas. Et j'ai voulu en faire profiter un maximum de monde. Et en fait, plutôt qu'une année sabbatique où j'allais être en vacances, je me suis dit, bah non, je vais bosser à fond pour pouvoir faire des reportages. C'est vrai que c'est très beau ce que tu dis. Tu t'es vraiment engagé à partager tout ce que tu voyais, à t'investir, à donner beaucoup de ton temps. Et c'est une Mm. sorte de quête de sens, en fait, en quelque sorte. On est un petit peu tous en train de vivre ça, là. C'est super troublant, l'époque dans laquelle on est. On sait pas comment on va être fait demain, individuellement, comment est-ce qu'on peut voilà, subvenir à nos besoins primaires, à nos besoins collectifs, comment il va y avoir aussi la résilience qui va se mettre en place, tu vois, dans les collectivités. Et toi, tu as choisi le nomadisme. Tu as choisi de bouger à droite à gauche. Comment tu vis ça émotionnellement? Bah, je t'avoue, c'est pas facile. C'est pas évident. C'est mon plus gros problème, je dirais, depuis un an. En fait, c'est pas tant le nomadisme qui me pose problème, c'est le fait d'être en train de squatter en permanence. D'accord. Et du coup, il y a aujourd'hui quelque chose qui germe en moi, une réflexion qui germe en moi depuis un petit moment. C'est la notion de propriété. Mhm. En fait, là, moi, je suis pas propriétaire, donc j'ai pas de biens immobiliers. Mes parents n'en ont pas, ils sont locataires. Et du coup, quand je suis partie, voilà, j'ai tout mis dans la cave de ma mère et en fait, j'ai pas de lieu où revenir. C'est-à-dire que ma mère n'a pas assez d'espace pour m'accueillir et mon père non plus. Donc je suis voilà, je me débrouille et donc je vais dans des écolieux en permanence, mais à chaque fois, je suis redevable de quelque chose Mhm. et ça me permet pas. En fait, je suis je suis en permanence dans cette position un peu dominée parce que je suis chez quelque part, je suis chez quelqu'un qui a la propriété de ce lieu et qui peut me dégager si je corresponds plus à ses attentes. Et ces attentes peuvent être diverses et variées sans avoir forcément un lien avec moi. Et c'est vrai que je me dis aujourd'hui que c'est un peu injuste pour, enfin, c'est-à-dire que bon, je suis quand même assez privilégiée pour plein d'autres raisons, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce nomadisme me pèse au sens où il a un peu subi et que là, j'aimerais bien avoir, enfin, développer en fait, et c'est ce que je suis en train de faire petit à petit, développer un réseau de personnes qui ont des lieux et qui et ces personnes sont prêtes à mettre à disposition ces lieux pour des personnes qui créent des projets un peu alternatifs comme le mien, sans forcément avoir besoin d'échanges monétaires, sans forcément avoir besoin de bosser 25 heures par semaine en woofing. En fait, il faudrait trouver un compromis. Mais c'est vrai que la question du non monétaire m'interroge de plus en plus et c'est vers cette voie-là que j'ai envie de m'orienter. Donc je dirais que le nomadisme, là, j'ai besoin de le transformer et plus avoir des périodes nomades pour continuer à découvrir, Mhm. mais m'implanter plus longtemps dans des lieux, par exemple un mois, 2 mois, 3 mois, pour pouvoir exister en tant que personne et plus être dans un rapport de un peu dominant-dominé, comme j'avais le sentiment de enfin, c'était un peu mon ressenti dans mes aventures là pendant un an. Ouais, je comprends très bien ce que tu veux dire. J'ai vécu ça aussi et je pense qu'il y a
il y a un paquet de gens qui vivent ça en ce moment, qui sont sur la route aussi pour trouver du sens et puis pour se reconnecter aussi avec un certain flot de vie. Après, c'est vrai que ça développe aussi certaines qualités qui sont formidables quand on bouge tout le temps. Alors moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est dans ton discours, en fait, de beaucoup de sujets où on Ah, sent ça a que tu as un bugué? angle. Oui. Alors attends, je rejump. Je disais que dans ton discours, moi, ça m'interpelle un peu. Je trouve que tu parles de beaucoup de sujets où on sent que tu es vraiment à l'aise. J'ai l'impression que tu as eu une grosse progression quand même dans ta conception de cette transition, dans ta conception du vivre ensemble, de qu'est-ce qu'on peut faire de demain, de cet imaginaire. Qu'est-ce qui, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, comment tu vivais les choses il y a 5-6 ans et à quel point ça t'a transformé, qu'est-ce que ça t'a amené de faire toutes ces rencontres? Euh, c'est-à-dire que avant, alors 5-6 ans, enfin c'est vrai que bon, moi je suis une nature assez enfin curieux, ça paraît un peu banal, mais j'ai besoin d'aller découvrir des choses, donc c'est vrai que j'ai besoin d'une vie qui soit enfin qui soit en changement assez permanent, d'être dans une démarche de voilà de découverte, et du coup c'est vrai qu'à 5-6 ans, je suis passée par plein d'étapes, mais c'est-à-dire qu'avant j'étais très pressurisée par cette notion de carrière et ce alors, je veux dire un truc peut-être un peu étrange ou enfin qui peut être problématique, mais dans le milieu dans lequel j'ai fait mes études, on parle beaucoup d'élitisme. Mhm. Et il y a vraiment, en tout cas moi j'ai remarqué, mon ressenti c'était que dans mon école d'ingé ou dans les écoles d'ingé en général et dans les classes préparatoires, il y a vraiment cette notion de vous êtes les élites de la nation et vous allez en fait par vos compétences et votre intellect changer le monde. Et du coup ça crée un ego, je trouve. Alors vraiment c'est mon ressenti surdimensionné. Hyper problématique chez beaucoup de personnes qui sont passées par ces études-là, et pas qu'elles, il y en a d'autres, mais en tout cas j'ai remarqué ça, c'était très fort. Et c'est vrai que moi j'ai du mal à sortir de ça, c'est-à-dire que j'ai toujours été, enfin là je le suis beaucoup moins, mais c'est vrai qu'au début et avant j'étais très tiraillée entre mon devoir de correspondre à ce modèle-là, ce schéma-là, et en fait d'être la personne que j'ai envie d'être. Et tu parlais de la Belle Verte au début, là, dans ton introduction. Et c'est vrai que dans ce film, ce que je trouve génial, c'est que en fait, dans cette société qui est décrite dans la Belle Verte, chacun va exprimer ses talents Mhm. et va laisser libre cours à son potentiel et va vraiment œuvrer pour exprimer son propre moi. Et c'est vrai que là, c'est ce que j'ai l'impression de faire depuis un an, alors qu'avant, je me robotisais. Je devenais un robot. Alors, performant, certes, mais je devenais un robot. Et ce qui a été le plus compliqué, et ce qui est toujours un travail aujourd'hui, c'est arriver à m'émanciper de ça, arriver à me dire, bon, bah, ok, bah, je serai pas l'ingénieur que mes parents ont rêvé que je sois ou que mes amis d'école avaient rêvé que je sois. Je vais dénoncer même ça. Je vais être un peu une traîtresse à mon au milieu d'où je viens, enfin d'où je viens, de mes études. Et il faut que j'accepte ça en fait. Il faut que j'accepte aussi d'être vue par exemple comme une babos ou comme une hippie. Et je dirais que ça a été ça c'est quelque chose d'assez lourd en fait, parce que ça freine, je dirais, la transition vers un mode de vie auquel j'aspire en fait, qui est déconnecté un peu de ces idées-là et plus vers la personnalité de chacun, la coopération, en dehors de ces dictates de réussite, entre guillemets. C'est vrai, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Le côté bienveillant qu'il y a beaucoup de gens de la transition qui essayent de mettre en avant et souvent affilié à quelque chose de très naïf, de même de peu, avec peu de valeur, tu vois, qui est peu estimable. Et c'est vrai que c'est toujours contraignant quand on essaye de transformer les choses et de se transformer soi-même, de passer ce cap de plus avoir en fait vraiment de conception du jugement des autres en fait. C'est une grosse étape. Ouais.
Mais est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de tes vidéos et nous dire, par exemple, un sujet qui t'a beaucoup tenu à cœur et nous raconter un petit peu, par exemple, ce que tu as fait récemment ou sur ce sujet qui te plaît. Alors, le sujet des vidéos, c'est un sujet qui est, qui est, qui est complexe pour moi parce que au début, je les ai fait vraiment par plaisir. Et puis en fait, ça prend énormément de temps. C'est-à-dire que je sais pas si ça se voit, mais je fais que ça. En fait, je fais que ça. C'est-à-dire que déjà, pour faire une vidéo, il faut se renseigner sur les alternatives qui existent. Donc, décortiquer un peu ce qui peut être filmé en reportage. C'est-à-dire que pour faire un reportage sur un lieu, il faut pouvoir, en tout cas, moi, de mon point de vue, aller sur place, passer un petit peu de temps, être hébergé. Euh, Moi aussi, c'était être nourri logé vu que j'ai pas de revenus. Je suis vraiment sur mes économies. Et ensuite, être en immersion dans le lieu et comprendre un peu ce qui se passe, voir comment synthétiser tout ça dans une vidéo de 5 à 10 minutes, filmer, faire des interviews, rédiger un script. Une fois que tout ça est fait, passer au moins une semaine de montage et faire la diffusion. Donc c'est passionnant. Moi, ça me passionne. Comment? Il y a un peu de boulot, quoi. Ouais, ça y est, un peu de boulot. Et en fait, j'ai découvert vraiment des sujets géniaux. Moi, ceux qui m'ont tenu vraiment à cœur, ça a été tous les sujets en fait qui vont associer alternatives et lutte. Mhm. Par exemple, les murs à pêche à Montreuil, qui est un lieu où il y a beaucoup de, en fait, c'est une ancienne zone agricole dans la région parisienne. Où il y a beaucoup d'alternatives qui se développent sur place. Et en même temps, c'est un lieu de lutte parce que c'est un lieu qui va être racheté par le privé. Euh, et en fait, être sur le terrain en découvrant ces alternatives pour y faire des reportages, ça m'a fait réaliser que toutes les alternatives doivent absolument être associées à des mobilisations parce Ok. que sinon, elles ne peuvent pas perdurer dans un système qui continue d'accaparer. On le voit avec Notre-Dame-des-Landes, avec Europa City, avec un Pierre et Vacances là dont le projet a été abandonné. Si en fait on développe nos alternatives dans un entre-soi, en Sans fait on lutte. va retourner. Comment? Sans lutte. Oui, sans lutte. Et ben en fait le système mortifère va perdurer et en fait arrivera à nos portes à un moment ou un autre. Et je pense que les reportages m'ont vraiment appris ça. Et là, c'est vrai que j'ai envie de continuer à les faire parce qu'ils ont une bonne. Ouais, Donc, tu veux donc, dire. en fait, ce que tu nous présentes comme idée, c'est que pour en fait redonner un peu du sens dans le monde dans lequel on est individuellement, c'est qu'il faut vraiment détacher plusieurs parties d'action. Il y a une action à baser sur la transition, il y en a une autre à baser sur la lutte contre le système mortifère, parce que concrètement, comment est-ce que tu visionnes les choses, toi? Est-ce que tu considères que notre système peut être transformé, qu'on va réussir à arriver à transformer le système actuel en place, ou qu'on va avoir quelque chose qui va s'effondrer, un effondrement, et qu'il faudra recréer quelque chose derrière? Comment est-ce que toi tu perçois cette chose-là? Alors, moi, je crois que on va pas réussir à enrayer le dérèglement climatique, qui est déjà en cours. Je ne pense pas que nous allons globalement euh, éradiquer le système capitaliste, libéral et colonialiste Mhm. de façon globale. Je n'y crois pas parce que euh, il y a des luttes déjà qui existent depuis au moins les années 70, depuis le rapport Meadows, depuis qu'on sait que la croissance infinie, c'est un leurre et que les scientifiques ont commencé à alerter sur le dérèglement climatique. En fait, enfin, au regard en fait des années de lutte et de peu de choses qui ont changé et qui se sont même enrayées, aggravées, je ne crois pas qu'on puisse enrayer tout ça. Donc, je pense qu'on va vivre des années de plus en plus difficiles. Mhm. Par contre, je suis persuadée, et en fait, c'est même pas je le vois en fait concrètement sur le terrain,
il est tout à fait possible de développer des écosystèmes locaux qui soient épanouissants et qui nous rendent heureux en fait. Parce que Ils ressemblent ces écosystèmes un peu. pardon? À quoi ça ressemble ces écosystèmes pour essayer de concret aux gens qui nous regardent? Eh bien, par exemple, là, quand je parlais d'alternatives et de lutte, là, j'ai découvert un écolieu en Centre-Bretagne qui s'appelle Bascule Argoat, où c'est un collectif de jeunes et de moins jeunes qui ont décidé qui ont récupéré un ancien couvent pour pouvoir le réhabiliter. Donc, ils vont développer une sorte d'écolieu là-bas et en même temps s'inscrire dans un projet de territoire. Donc, ils ont analysé le Centre-Bretagne en faisant des recherches biblio, en allant sur le terrain voir des acteurs alternatifs. Et en même temps, ils vont s'inscrire dans des luttes locales. Et en fait, ils sont tous conscients que on va pas changer le monde globalement. Et qu'on va subir le dérèglement climatique, on est déjà en train de le subir, mais c'est tellement jouissif de vivre avec des personnes qui partagent les mêmes idéaux et avec qui on n'a pas à lutter par rapport à des valeurs fondamentales qui sont la coopération, la bienveillance, le respect de la nature, du vivant, et le fait de pouvoir créer des choses, de pouvoir construire des choses qui marchent à l'échelle locale. En fait, je pense, alors c'est vraiment mon point de vue, mais c'est quand même partagé par d'autres personnes avec qui je suis en contact, enfin, avec qui je vis en général, c'est que c'est suffisamment épanouissant pour pouvoir se dire que le monde ne va pas changer, en fait. Après, je parle d'un point de vue privilégié où le dérèglement climatique, là, à l'heure actuelle, n'est pas en train de nous tuer, où on n'est pas en train de subir le néocolonialisme et qui détruit les terres et les communautés. Donc, je parle de ce point de vue-là. Et je dirais que pour des personnes qui peuvent parler de la même place que moi, je pense que associer lutte et alternative, c'est un bon moyen de pas être trop déprimé et d'être même heureux et enjoué par ce qu'on est en train de créer. Je pense aussi au maire de Langoé, donc c'est le maire d'une commune qui a amorcé une transition écologique et sociale majeure dans sa commune et qui a associé les citoyens via des assemblées citoyennes à ce projet-là et qui a lancé un arrêté anti-pesticides et qui a déclenché une guerre juridique à l'échelle nationale. Et donc, c'est l'exemple même qu'on peut développer des alternatives et créer des utopies concrètes et en même temps être sur le terrain et dire non, en fait, on ne veut pas de ce monde-là. Et en tout cas, moi, c'est ce qui me rend aujourd'hui le plus enjouée et la plus épanouie, en fait. Et alors, Ouais. c'est vrai que la plupart des gens qu'on voit qui mettent les mains dans la transition, qui utilisent leurs mains pour faire des choses, on voit qu'il y a beaucoup plus d'épanouissement, de bonheur, comme tu le dis. Donc c'est probablement évident que pour aller apaiser notre cœur face à ce futur un peu trouble qu'on connaît pas trop encore, mais qu'on se doute que ça va pas être glorieux, qu'il faille évidemment penser un petit peu à tout ça et créer du rêve, de l'imaginaire, comme tu nous expliquais tout à l'heure, suivre son cœur, comme tu nous l'as bien expliqué aussi, en faisant quelque chose qui nous correspond, pas par obligation de ce que la société nous impose, ou nos croyances, ou notre famille, ou quoi que ce soit, mais vraiment ce qui compte pour nous, quoi. Et mettre les mains dans quelque chose, en fait. Donc, il faut jouer sur ces trois paliers. Tout à l'heure, on parlait un petit peu de, voilà, il faut s'engager dans la lutte, il faut s'engager dans la transition. Est-ce que tu vois d'autres choses, selon toi, qui sont importantes à développer individuellement ou collectivement, hein? Je dirais dans la transition, il y a la transition écologique, il y a les luttes. Moi, je dirais que le plus gros chantier ensuite, c'est vraiment la transition, enfin pas ensuite, mais c'est la transition intérieure. C'est c'est ce dont on parlait avant, c'est-à-dire arriver à se transformer soi, parce que on veut, c'est bien de faire des écolieux et ensuite d'être sur le terrain. À faire de la désobéissance civile, violente ou non violente en fonction des modes d'action de chacun. Mais je
je pense qu'il faut travailler sur soi et enfin, il y a plein de, enfin, je dirais, enfin, ça rejoint ce que je disais au début par rapport à la question de la réussite, par rapport à la question aussi de avec qui on a envie de s'entourer. Par exemple, moi, j'ai eu un gros travail à faire cette année sur le fait d'accepter de pas être aimé de la part de personnes qui tenaient beaucoup pour auxquelles je tenais beaucoup. Et en fait, j'ai dû accepter que bah, le cheminement que je prenais ne leur plaisait pas et accepter de pas être aimé en fait, qu'on m'aime pas et qu'on n'a pas envie de me voir et qu'on n'a pas envie de m'entendre. Et finalement, accepter ça, ça m'a permis aussi de m'orienter vers des personnes qui ont envie de m'entendre et avec qui j'arrive à avoir des échanges fructueux. Je sais pas si oui, c'est ça. C'est ça. Et en fait, je pense que il y a vraiment une part de faire le deuil, en fait, et de beaucoup de choses, je dirais, de nos carcans. Et je pense aussi, ce qui est compliqué quand on est dans une vie formatée par le capitalisme et le libéralisme et les domaines, les modes de vie individualistes et de carrière et de réussite, c'est qu'en fait, on est dans un mode de vie, on se sent immortel, on se croit immortel, on pense que on peut tout posséder et qu'il n'y a jamais de limite, vu d'ailleurs avec l'héritage, on se transmet finalement notre immortalité de génération en génération. Et en fait, je pense que cette question-là du dérèglement climatique et enfin surtout ça m'a fait prendre conscience aussi de ma propre finitude. Et ça m'a remis à ma place et me dire que d'avoir plus d'humilité par rapport à mes ambitions de vie aussi et de me contenter des fois de relations simples et je pense que c'est ça en fait le gros chantier aussi en dehors de la transition écologique, sociale, démocratique, en dehors de ce qui est extérieur à nous. Je dirais c'est quel travail on fait sur nous-mêmes pour être plus généreux, pour accepter de pas être le meilleur ou et vraiment enfin et c'est pas évident parce que les autres changent pas forcément à la même vitesse que nous et du coup des fois on peut se sentir un peu seul là-dedans mais Tout à fait. en tout cas j'invite chacun à faire ça, ce travail-là. C'est un très beau témoignage ce que tu nous donnes. Merci beaucoup, c'est cool de parler avec le cœur comme ça. En fait, sur cette chaîne, pour ceux qui nous rejoignent, c'est exactement ce que j'essaye de mettre en place et je vous remercie de nous soutenir. Là, il y a plein de cœurs, là, apparemment, et ce que tu nous racontes, ça fait succès. On se retrouve tous les mardis et vendredis soirs à 19h19 pour parler justement de ce bien-être dont on a tous besoin, pour parler de cette résilience. Et je pense que aussi maintenant, grâce à toi et à ta réflexion, on va rajouter aussi de la lutte sur ces lives et on va parler un petit peu de lutte, comment individuellement on peut s'engager dans cette transition. Et on va aussi parler de solidarité un peu plus parce que ça fait du sens, comme tu disais. S'aimer soi-même, c'est apprendre à aimer les autres aussi. Et donc, il y a un travail qui est énorme à faire là-dessus. Alors, sans aucune transition, ma chère Victoria, nous allons passer à 5 astuces que tu vas donner aux gens qui nous écoutent pour se réaligner sur un choix de vie qui a du sens avec la réalité de la transition écologique dans laquelle on est. Oh là là. C'est compliqué? Par exemple des éco-gestes ou juste plus. Je pense plus à comment, parce que en fait, ton parcours est remarquable. Tu es parti d'une vie assez stable, tu vois, voilà, très, très simple et confortable, à un mode de vie peu confortable, avec un engagement complet et où tu trouves un équilibre avec tes valeurs, où comme tu nous dis, bah, tu as trouvé un épanouissement dans toutes ces choses. Est-ce que tu peux nous donner quelques petites astuces? C'est pas obligé d'en mettre 5, hein, mais si t'en as. Alors, bah, bon, c'est peut-être, je sais pas si je vais réussir à être hyper concrète et tout, mais moi je dirais ce qui m'a aidé,
c'est déjà accepter de se perdre. Mhm. Euh, Parce que déjà, ça permet, en fait, en se perdant, bah, ça permet de sortir de son carcan de base et d'aller, de se découvrir dans d'autres univers et de savoir un peu ce qu'on veut pas. C'est important de savoir ce qu'on veut pas. Qu'est-ce qu'on veut pas? Des fois, on sait pas ce qu'on sait. Donc déjà, qu'est-ce qu'on veut pas? Euh, pour ensuite, en fait, en s'ouvrant comme ça, on va pouvoir faire émerger aussi qu'est-ce qu'on veut. Et donc, je dirais, alors, je te laisse synthétiser les astuces, hein, mais je dirais ensuite, bah, c'est apprendre à faire le deuil. Mhm. De toute façon, on meurt à un moment ou à un autre tous. Enfin voilà, on est condamné à ce destin funeste. Donc autant, je dirais, apprendre à le faire tout de suite. C'est-à-dire que moi, je fonctionne vraiment en mode, ok, bon, c'est peut-être un peu glauque, hein, mais si demain je meurs, est-ce que je suis contente de ma vie? Est-ce que je suis raccord avec mes valeurs? Et en fait, ça m'a beaucoup guidée. C'est-à-dire, je me suis dit, bon bah dans ma vie, j'ai envie de faire ça. Ok, c'est peut-être un peu loufoque, c'est peut-être un truc d'adolescente, de vieille adolescente, c'est peut-être un truc anticonformiste au possible, mais si ça me fait kiffer, je le fais. Et parce que c'est ça que j'ai envie de vivre dans ma vie, sachant que je suis de passage sur cette terre. Donc voilà, j'invite chaque personne à entre guillemets regarder sa fin en face et se dire bon bah qu'est-ce que je veux pour ma vie. Euh, et puis voilà, dans toujours cette idée de faire le deuil, c'est aussi euh, écouter, s'écouter soi, parce que en réalité, enfin son intuition et tout, parce que des fois, par exemple, moi j'avais des envies qui étaient complètement, enfin pas conventionnelles du tout, et si je les faisais pas, j'étais malheureuse. Alors j'étais hyper conventionnelle, mais j'étais malheureuse. Et quand je les faisais, mais je me sentais hyper à ma place. Et donc je pense que j'invite chacun à faire les choses pour lesquelles on se sent à sa place, pour lesquelles on se dit mais c'est moi en fait. Et et c'est tellement bien en fait de pouvoir se dire ok bah je fais tout ça et c'est moi et je suis comme ça, quitte à être un peu une connasse ou enfin quand je dis une connasse, quitte à ne pas être aimée. Moi des fois je me dis oui il faut que j'accepte d'être comme ça. Je pense que c'est hyper important. Donc je sais pas si j'ai donné les 5 astuces, Si tu les as mais donnés. Et merci de la synthèse en tout cas. alors, tu nous as dit d'accepter de se perdre pour mieux se découvrir. Très joli. Savoir ce qu'on ne veut pas. Ça peut être intéressant de le lister éventuellement. Apprendre à faire le deuil, qui est quelque chose, je pense, qui ne se calcule pas, mais qui arrive à un moment donné. Personnellement, moi, c'est comme ça que je le vois. Faire un bilan des valeurs, ça, c'est pas la première fois qu'on en parle dans ces lives. C'est quelque chose qui va vraiment raccorder, en fait, donner une ligne directrice à un engagement et savoir écouter son intuition. Euh, Parfait. ça te va? On est bon là? Ouais, C'est approuvé? merci. Approuvé, tac. On va arriver tranquillement sur la fin de ce live. Avant de terminer, je vais faire ça à tous les participants. C'est un exercice de visualisation collectif. Donc ceux qui veulent participer, vous pouvez le faire aussi. Je tiens à dire aussi qu'on voit vos messages qui défilent dans le chat. Je les cite pas à chaque fois, mais ça fait toujours plaisir d'avoir des petites infos et d'avoir des nouvelles de tout le monde. Donc l'exercice, c'est un exercice de visualisation où tu vas devoir imaginer un futur positif, un futur beau qui correspond à ce que tu aimerais voir fleurir dans ton cœur, dans ta tête et dans les mains des gens qui sont autour de toi. Faudrait que tu te visionnes, que tu te visualises dans une dizaine, trentaine d'années ou le temps que tu veux dans cet avenir-là et que tu nous l'exposes en parlant au présent. Et en utilisant tes sens, c'est-à-dire ton nez, ta bouche, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu peux toucher, Ok, et tu nous expliques tout ça. Mais c'est important que tu parles au présent. ok, c'est chaud. Super. C'est chaud, je suis déjà au présent. Ok. Alors, donc je suis aujourd'hui dans mon futur désirable, dans mon futur souhaitable. Donc, je suis sur une pelouse bah, plus ou moins verte avec des herbes hautes qui me gratouillent un peu les mollets. Et je vois tout autour de moi des habitats légers hyper diversifiés
Par exemple, une tiny house ou une yourte, un dôme géodésique, plein de petites maisons et aussi une grande bâtisse. J'entends beaucoup de personnes un peu à tous les azimuts qui parlent, qui chantent, qui rient, avec des enfants aussi et de la musique. Et je sens l'odeur du pain. Euh, euh, Est-ce que je suis passée par tous les sens? J'ai aussi, je dirais, ah oui, j'entends les oiseaux. Je suis sur un lieu où il y a beaucoup de biodiversité, où il y a un microclimat qui s'est créé, parce que d'ailleurs, je sens un peu le vent passer, sur mes bras. Euh, et, euh, et que je me fais bousculer par je sais pas, je dirais un lapin qui passe par là, parce que les animaux sont en liberté. Ah mais c'est le lapin d'Alice au pays des merveilles, mon Dieu. Ah, yeah, yeah. Est-ce que Exactement. tu pourrais nous dire comment vous vivez, est-ce que tu vis avec des gens et comment vous vivez ensemble? Est-ce que c'est chacun sa petite Euh, maison, est-ce qu'il y a des alors besoins? avec ces personnes, on vit en éco-hameau, en éco-village, donc c'est pas simplement un habitat partagé, c'est une série d'habitats partagés. Et en fait, on essaye, on tâtonne et alors il y a des mécanismes qui sont bien rodés, il y en a d'autres qui sont à découvrir dans des modes d'autogestion anarchiques, avec de la gouvernance horizontale. Et on a des bases communes de fonctionnement, mais chacun aussi dans son habitat a la souveraineté pour pouvoir vivre comme il l'entend. Magnifique, super. Eh bien, écoutez, si jamais vous voulez retrouver Victoria, vous pouvez aller sur son Instagram où il y a des beaux posts réguliers. Vous pouvez aller évidemment sur YouTube, regarder toutes ces vidéos reportages qui parlent du pays des alternatives dans lequel on est. On est disséminé un peu partout sur la planète, mais cette transition, elle existe, elle est forte. Et c'est important de se rendre compte, de le conceptualiser au quotidien dans notre tête, essayer de visionner ce bel avenir pour y croire et pour le créer. Donc si je fais un petit récapitulatif en fait des points importants qu'on a abordés ensemble, c'est que il faut travailler avec les mains, le cœur et la tête dans une vie de transition, savoir vraiment s'écouter son intuition, se tourner vers de la guérison, la transition, de la lutte et de la solidarité. C'est tout ce que tu as un petit peu éveillé, je pense, chez nous pendant que tu nous racontais ton histoire et ton témoignage. Je suis très reconnaissant que tu aies accepté ce live. Je te remercie pour tes vidéos aussi. Ceux qui souhaitent, vous pouvez aussi te soutenir sur Tipeee, si je dis pas de bêtises. Oui, Oui, je peux faire une mini parenthèse. En fait, vas-y. déjà merci Louis, c'est super ce genre de format et au top, franchement au top, continue. Et oui, en fait, l'idée là, c'est de pouvoir même pas forcément vivre de mes reportages, mais que mes reportages ne me coûtent pas, parce qu'ils me coûtent aujourd'hui de me déplacer, de me nourrir quand je fais les reportages. Et donc, en fait, chaque type compte. Et en fait, si je peux arriver à quelques centaines, enfin l'équivalent d'un RSA quoi par mois, ça me permettra de continuer à faire des reportages sur les luttes, les alternatives, et j'aimerais beaucoup que ça puisse continuer. Et si c'est pas possible, malheureusement, il faudrait que j'arrête et que je rejoigne un salariat ou je sais pas quoi. Donc n'hésitez pas, si ça vous plaît, si vous avez envie de voir le projet perdurer, de faire des tips. Voilà, merci Louis, je suis désolée d'avoir fait ma pub comme ça, mais je te C'est bien. remercie. Hein. Non, c'est moi, je t'ai lancé une perche. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce live. On se retrouve vendredi soir prochain. C'était le live de 19h19. À la Au prochaine. top. Salut Salut. Louis, merci. Bye.